Hello et bienvenue dans ce nouvel et dernier épisode de podcast de l'année De la vie à un plan pour toi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va être dans un épisode où on va clôturer l'année 2025, du moins se demander ce qu'on a envie de laisser en 2025, ce qu'on a envie de garder pour 2026 et surtout quelles intentions on va poser pour cette année 2026. Mon objectif, c'est pas du tout d'être dans un épisode de résolution ou d'une nouvelle to-do list. C'est vraiment de vous amener à un espace de vérité et de lucidité sur ce que vous vivez. Pas du tout dans la culpabilisation, mais plus dans la responsabilisation de qu'est-ce que je veux pour cette nouvelle année et qu'est-ce que j'ai appris aussi de cette année qui vient de passer sur mes relations et sur moi-même. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup arrivent à la fin de l'année souvent épuisés émotionnellement. Moi, la première, la fin d'année, le rush, les fêtes qui arrivent. Voilà, on a envie d'être en vacances, on a envie de se reposer. Mais on arrive d'un point de vue vraiment dépendance affective et relation, on arrive épuisé émotionnellement parce que le bilan est que on n'est pas arrivé là où on avait envie d'être. Et j'ai vraiment envie de mettre de la douceur et de la compassion là-dedans pour que ce pseudo-bilan, même si j'aime pas trop dire ça, soit complètement juste et soit justement plein d'amour et surtout pas dans la culpabilisation de en même temps, fin 2024, je me souhaitais ça pour 2025, je n'y suis pas arrivée, c'était toujours la même chose, je n'ai vraiment pas envie que vous ayez ce discours, mais plutôt de comprendre que vous n'en êtes pas là parce que vous avez trop aimé ou mal aimé ou parce que vous avez fait des mauvais choix, mais parce qu'il y a une forme de suradaptation et en tout cas d'un manque de compréhension de vos mécanismes qui vous a amené à ça. Et en fait, on termine souvent l'année en se demandant ce qu'on va faire de plus, mais rarement ce qu'on doit arrêter de faire pour mieux se sentir à la fin de l'année. Ce qui se passe, c'est que souvent, les relations qu'on a vécues tout au long de l'année, elles ont pu altérer notre estime de nous-mêmes, le respect qu'on a de soi. On a aussi certaines croyances que finalement, peut-être que ça nous arrivera jamais, peut-être que pour nous, c'est difficile. En tout cas, je pense que s'il y a un bilan à faire, c'est qu'est-ce que j'ai appris cette année et dans ce que j'ai appris ou ce que je crois avoir appris, qu'est-ce qui me pèse aujourd'hui. Parce qu'il y a forcément des choses qui vous pèsent si vous vous sentez épuisé en cette fin d'année, et je parle pas de la fatigue physique, mais vraiment émotionnelle. Donc, je pense que c'est important de faire le bilan de ces relations et de pas les regarder avec de la douleur et de l'horreur, mais vraiment de se dire, en fait, il y a des personnes qui ont croisé ma route. Parfois, c'était beau, parfois moins. Parfois, dans le moins beau, il y avait du beau aussi. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai compris? Et surtout, prenez le temps de vous demander, mais qu'est-ce que je ne veux plus? Ce qui se passe aussi, c'est que souvent, on a répété les mêmes schémas. On a cru faire autrement, mais en fait, si on ne traite pas le problème de fond des croyances qui sont liées à nos choix, on ne va pas y arriver. Donc, le vrai problème, c'est de comprendre pourquoi on continue malgré la douleur. Le but, c'est de normaliser ça sans avoir à s'excuser. Dans le sens où je ne veux pas que vous soyez dans la culpabilisation, de vous dire, mais en fait, moi, quand je rencontre quelqu'un, tant que je vais pas au bout du bout du bout, je reste. Et je vous dis ça, parole de quelqu'un qui fonctionnait vraiment comme ça. C'est-à-dire que tant que j'arrivais pas au bout de la douleur, j'ai été capable parfois de dire stop, mais c'est parce que vraiment j'avais beaucoup trop accepté et qu'il y a un moment où ça devenait clair qu'il fallait que j'arrête, mais il fallait pas non plus que la personne elle essaye de me rattraper parce que j'étais pas non plus aussi solide. Mais c'est de normaliser le fait que pour l'instant, vous n'aviez pas les ressources pour réussir à partir. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Et comprendre du coup pourquoi je reste. Déjà, la première chose, c'est qu'il y a une forme d'espoir. Cet espoir, on se le crée parfois, mais il y a aussi quand même l'autre qui agit ou agit mal et qui nous fait croire que c'est possible. Et surtout, il faut savoir qu'on est très très fort pour
essayer de mettre bout à bout les choses qui se sont bien passées. En gros, c'est comme si on essayait de mettre en place toutes les preuves que oui, il y a de l'espoir. Donc ça, c'est hyper important de comprendre ça. On fait ça. Et aussi parce qu'on minimise ce qui a fait mal. J'en parlais avec une cliente récemment et qui me disait, mais en fait, 90% du temps, c'était l'horreur. Et pourtant, quand j'y pense, je ne pense qu'aux 10% qui se sont bien passés. N'oubliez pas ce que vous avez ressenti. N'oubliez pas que cette personne, à plusieurs moments, elle vous a fait vous sentir mal. Parce que ce qui se passe, c'est que vous vous racontez que c'est pas si grave. Et que finalement, le bonheur a pris le pas sur le reste. Mais, est-ce que vous vous rendez compte que tout ça, ça fait que le vide que vous ressentez après, il est encore plus fort. Et c'est ce qui fait qu'on reste. Parce que j'ai peur du vide. J'ai tellement peur du vide, j'ai tellement peur de la solitude. Donc le lien est très clair avec la dépendance affective, c'est qu'on confond l'attachement et l'amour. Et ça, je vous le dis, peut-être que vous n'en êtes pas là, mais je me suis rendu compte avec les années que là où j'avais l'impression de tomber amoureuse, en fait, je confondais les deux. Je confondais cet attachement, comme j'en ai parlé dans un de mes derniers épisodes de podcast, cet attachement-là où je m'accrochais de toutes mes forces et finalement l'amour véritable. Et aussi, il y a ce vrai truc, ça je devrais en faire un épisode à part entière, c'est qu'on préfère une relation inconfortable à pas de relation du tout. Donc ça, je sais que souvent, c'est pas très agréable à entendre, mais c'est une réalité. Vous préférez être dans des relations moyennes, voire médiocres, plutôt que pas de relation du tout. Parce que vous avez l'impression d'être plus seul quand la personne n'est pas là. Alors qu'il y a beaucoup de relations dans lesquelles on se sent encore plus seul que si on était vraiment seul. Et ce qui se passe, c'est qu'on s'adapte aussi jusqu'à s'oublier complètement. C'est ce qui fait qu'on est plus lucide sur la situation. Puisque ce qui compte, ça va être le bien-être de l'autre. Et en fait, on rentre dans un cercle vicieux. Plus on s'oublie, plus on essaye de s'adapter à l'autre. Et plus on s'adapte à l'autre, plus on s'oublie. Et du coup, ce qui compte, c'est l'autre. Et on a l'impression de devoir faire plus pour que l'autre nous aime et nous choisisse. Et c'est pas que vous ne voyez pas ça, hein. C'est que vous refusez de le voir parce que partir vous fait plus peur que rester. Et ce qui va être important, c'est de vraiment essayer de faire que cette peur, elle devienne plus petite que l'amour que vous avez pour vous-même. Là, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, votre peur, elle prend plus de place que l'amour et le respect que vous avez pour vous-même. Une fois que l'amour et le respect prennent plus de place, en fait, la peur d'être seule, elle peut coexister avec ça, mais elle va prendre moins de place, elle va être moins importante, et du coup, les choix que vous allez faire, ils vont être faits par amour pour vous-même et pas par peur de perdre l'autre. Donc ça, c'est hyper important de comprendre ça et d'aller vers ça, en fait, de tendre à ça, de se dire, en fait, mes actions, pourquoi je les fais. Et souvent, derrière ça, je le vois beaucoup en coaching, c'est que c'est toujours j'ai peur de souffrir, j'ai peur d'être seule, j'ai peur de ne jamais trouver quelqu'un, j'ai peur de finir seule. Et encore une fois, la peur de finir seule, c'est en quoi... Enfin, j'essaye de formuler ça correctement. En fait, il faut se demander, est-ce que je préfère être avec quelqu'un de moyen, mais au moins de ne pas être seule, ou est-ce que je considère que j'ai envie d'être avec la personne qui me correspond, ou une personne qui me correspond, et quitte à ce que ça arrive plus tard, quitte à ce que je mette plus de temps à la trouver, plutôt que d'être avec cette personne moyenne. Donc, je pense que c'est important de se poser cette question. Malheureusement, je sais que certains d'entre vous vont, au fond d'elles, se dire « mais en fait, je préfère être avec quelqu'un de moyen ». Parce que l'idée d'être seule, c'est beaucoup plus angoissant. Le problème, c'est qu'on a trop romantisé le fait d'être en couple, on a complètement glamourisé ça, alors que moi, ce que je vois et ce que j'observe dans mon métier, et je vais vous le dire, c'est que j'accompagne malheureusement des femmes qui ont choisi l'homme moyen, l'homme médiocre, quand elles étaient jeunes par peur d'être seules. Et arrivé à 45 ou 50 ans, en fait, la relation n'a pas changé, hein. Il ne faut pas croire que vous allez changer la personne avec qui vous êtes. Les personnes peuvent évoluer, bien sûr, mais il faut qu'elles en aient envie. Et du coup, ces personnes-là se retrouvent parfois à 40, 45, 50 ans à se dire « mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi j'ai choisi ça ?» En fait, ma peur d'être seule, elle m'a amenée dans cette relation où, en fait, 20 ans plus tard, je ne me sens toujours pas aimée. Donc, prenez le temps
de vous poser cette question-là. Le problème, c'est que on se dit tout de suite, ouais, là, ce qu'on voit, en tout cas, c'est les dates, les moments romantiques, les moments de rigolade, les balades main dans la main, aller à Disneyland, faire tel voyage. Mais on ne voit pas, est-ce que si dans quelques années, je tombe malade, si je me casse quelque chose, si je vis un moment dur, est-ce que cette personne va savoir répondre à mes besoins? Est-ce qu'elle va être là pour moi? Hier, il y a quelque chose qui m'a bouleversée, même si je le sais, mais là, d'en parler avec une cliente, c'était hyper puissant. C'est qu'elle est en couple depuis bientôt 4 ans et elle m'a dit, là, mon conjoint, il va être en vacances, donc il va être tout le temps à la maison et ça me met une charge en plus. Une charge en plus? Mais en fait, si être en couple, c'est une charge supplémentaire, ce n'est pas une bonne raison d'être en couple. Et quand je parle de charge supplémentaire, je pense évidemment à toutes les femmes qui vivent avec un homme qui ne fout rien à la maison, qui n'est pas investi ni dans le couple ni dans le foyer et du coup qui subissent le fait d'être avec quelqu'un parce que finalement ça demande plus d'énergie de dire à quelqu'un tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux... Mon Dieu, plutôt que de le faire soi-même. Donc c'est plus dur quand la personne est là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On est censé, l'autre est censé être votre meilleur soutien. Et trouver l'équilibre dans le couple, c'est trouver les tâches qui vont être moins lourdes pour l'un plutôt que l'autre, et donc du coup se disperser les tâches de cette manière-là. Mais je parle donc de cette charge au sein du foyer, mais ça concerne aussi toutes les personnes pour qui être en couple, c'est une charge en plus mentale, émotionnelle, dans le sens où vous allez tout le temps être en train de penser à ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez organiser, parce que sinon vous avez tout le temps l'impression de perdre l'autre. Et j'en ai des amis comme ça autour de moi que je vois être dans une surcompensation de la relation parce que l'autre ne fait rien. C'est-à-dire, combien de fois j'entends ça, si je n'organise pas, il se passe rien. Mais j'ai été dans cette relation, donc je ne les blâme pas. Je voudrais juste qu'elles s'en rendent compte et se dire ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que ce soit une charge en plus. Quand une seule et même personne est capable de me dire il n'organise jamais rien, il ne fait pas à manger, il ne fait pas les courses, mais qu'est-ce qu'il fait du coup? À part te prendre dans ses bras quand vous allez vous coucher. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il t'apporte? Parce que oui, on peut dire oui, mais être en couple, c'est pas que les tâches ménagères. Bien sûr que non. Mais par contre, si tu vois que c'est une charge pour moi, tu es censé essayer de faire en sorte de me décharger. Donc, quelles sont les choses à arrêter en 2026 ou en tout cas à essayer d'arrêter, prendre conscience, bref, en fonction de là où vous en êtes, juste écoutez et prenez ce que vous avez à prendre dans ce que je vais dire. Je ne suis pas là pour faire des leçons ni pour avoir un discours moralisateur, juste pour que vous puissiez ouvrir les yeux sur ce que vous avez vécu ou sur ce que vous vivez. Encore une fois, ça n'engage que moi et ma vision. Je veux vraiment, vraiment que vous preniez celle qui vous parle. La première chose, comme je le disais déjà et comme je l'ai dit récemment, arrêtez d'expliquer à quelqu'un ce qu'il comprend déjà. Je veux vraiment qu'on arrête d'envoyer des pavés par message à des mecs, à des filles, pour expliquer pourquoi la personne s'est mal comportée et pour expliquer ce qu'on ressent. La personne sait exactement comment elle s'est comportée. En fait, il faut arrêter de faire de la pédagogie émotionnelle. Je veux dire, on peut le faire dans une certaine mesure si la personne a envie d'apprendre, si vous sentez qu'elle est ouverte, qu'elle se remet en question. Mais toutes les fois où on essaye, quand une personne est fermée, ça se termine en « tu me saoules, ça me gave, j'ai pas envie de parler de ça, t'es toujours en train de faire des conflits, etc. etc. » Il ne faut pas se dire « si je trouve les bons mots, il va finir par comprendre ». Non. On peut expliquer à quelqu'un. Si tu dois expliquer une fois, c'est ok. Si tu dois expliquer 2 fois, c'est que la personne n'écoute pas. Donc, il y a un monde entre le fait de vouloir comprendre ce que l'autre ressent, parce qu'on est tous humains, on ne fait pas les choses parfaitement. Tout ça, c'est pas aussi évident. On apprend aussi à communiquer avec l'autre, on apprend à la connaître, etc., à comprendre son mode de fonctionnement. Mais il y a un monde entre comprendre les choses et vouloir agir pour faire les choses différemment.
Les actes vont vraiment parler plus fort que les mots. Donc si la personne vous dit oui, mais ouais, j'ai compris, ouais, je vais essayer de faire des efforts et qu'il n'y a rien qui se passe ou que les efforts durent 3 semaines, la personne n'a pas compris. Vous n'avez pas à aucun moment à convaincre quelqu'un de vous respecter. La deuxième chose, c'est d'arrêter de justifier des comportements qui vous blessent, de vous dire il est fatigué, là il a un passé compliqué, ouais mais là en ce moment au travail c'est dur, c'est pas contre moi. On est bien d'accord, on est tous humains, on a tous des phases compliquées. Réfléchissez à comment vous comportez quand vous êtes dans une phase compliquée. Bien sûr qu'on peut être un peu irritable, bien sûr qu'on peut manquer de patience, mais ça n'annule pas le respect que tu me dois. Et c'est pas parce que je sais que tu as vécu ça dans ton enfance que je dois le pardonner et que je dois le subir. Les raisons n'annulent pas l'impact que les mots ont et que les comportements ont. Surtout quand vous êtes dans la dépendance affective et donc que vous êtes dans l'hyperattachement et qu'il y a un terrain traumatique. Comprendre quelqu'un et être empathique sur son enfance, sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'il vit actuellement, ne veut pas dire tout accepter. Je suis un être humain et donc quand tu es en couple avec moi et que tu es engagé là-dedans, tu sais que tu vas m'impacter. On sait. Une explication ne transforme pas un comportement blessant en comportement acceptable. À aucun moment. Aussi, je pense qu'il est important d'arrêter de confondre la patience et l'auto-abandon. Je m'explique. Je pense qu'on peut faire preuve de patience dans un couple. Je pense que c'est important de comprendre la temporalité de chacun et de comprendre qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière. Par contre, je ne peux pas m'abandonner. Je ne peux pas ignorer ce que je ressens quand tu agis de telle manière. Je ne peux pas attendre que l'autre change et de me dire toujours que ça ira mieux plus tard. J'ai fait ça pendant 2 ans, avec tout le respect que j'ai pour la personne qui a partagé ma vie. Ce n'était pas possible. Je pensais que ça irait mieux. Je mettais tout moi sur le dos de la distance. Mais en fait, j'ai compris aujourd'hui qu'une personne, même à distance, qui a envie de faire les choses et qui partage votre vision de la relation, parce que moi je pense que c'était aussi un problème de vision et que lui il était très bien là-dedans et moi non, en fait ça va se voir tout de suite. Et du coup, quand j'ai déménagé, j'ai retrouvé exactement la même chose alors qu'on était à 5 minutes à pied. Parce que ce n'est pas une question de distance, c'était une question de ce que l'autre avait envie d'investir ou pas dans la relation. Donc c'est important de comprendre que la patience, oui, mais d'abandonner ses propres besoins et de les sacrifier et de les reporter à un autre moment en pensant que ça ira mieux plus tard, c'est une erreur. La patience, elle est saine que si elle est réciproque. Je répète, la patience n'est saine que si elle est réciproque. Je ne dois pas être la seule personne à être dans la salle d'attente. Sinon, c'est moi qui vais disparaître. Et si vous êtes toujours la personne qui attend, ce n'est plus de la patience. C'est de l'abandon de soi. C'est là que pour moi, il est important de comprendre que l'amour ne suffit pas à créer une relation saine. Je ne vais pas refaire l'épisode de podcast, mais que ce soit de l'intensité émotionnelle, une forte connexion, j'ai jamais ressenti ça de ma vie, ça ne crée ni le cadre, ni le respect, ni l'engagement. Il y a, quand on se met en couple, une capacité relationnelle à avoir. On peut aimer, on peut avoir envie vraiment profondément, on peut avoir la même vision même, je dirais. Mais si tu n'as pas cette capacité relationnelle, alors ça ne garantira pas notre relation saine. L'amour n'est qu'un point de départ. C'est pas la garantie de la relation saine. C'est très important de faire la différence. Et parfois, il y a des personnes qui n'ont pas cette capacité relationnelle-là. Et c'est important d'être lucide et de voir la relation telle qu'elle est. Aussi, comme je disais, je pense que c'est important de ne plus rester là où nos besoins posent problème. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va minimiser nos propres attentes, se sentir trop, alors qu'on se sent aussi pas assez, mon paradoxe vraiment favori. Et on va plus oser demander.
Parce qu'on a l'impression d'être la meuf chiante. J'en parlais dans mon épisode, le syndrome de la meuf cool. Mais c'est vraiment ça. En fait, on a l'impression d'être chiante parce qu'on a l'impression que nos besoins dérangent. Alors que nos besoins sont légitimes et que c'est clairement pas nous le problème. Le problème, c'est à qui on le demande. C'est tout. C'est le seul problème. C'est la personne à qui on demande. Ça ne veut pas dire que la personne est un problème. Ça veut dire que nos besoins ne matchent pas avec la personne en question. Si nos besoins sont perçus comme une contrainte, la relation n'est pas un espace sécurisant. Ça ne doit jamais être une contrainte. Nos besoins sont des besoins fondamentaux pour se sentir en sécurité dans une relation. Si vous avez l'impression que vos besoins, et ce qui est, même au-delà des besoins, si vous n'arrivez pas à vous dire mais de quoi j'ai vraiment besoin, en fait les choses qui sont tellement évidentes pour vous de faire, la manière dont vous agissez avec l'autre vraiment, si ça c'est un problème pour l'autre, vous n'êtes pas dans un espace sécurisant. C'est là qu'il faut arrêter de s'adapter à quelqu'un qui ne s'adapte jamais à soi. Je fais toujours un pas vers l'autre, je comprends toujours, je m'ajuste. Oui, mais là, moi je me vois, en fait, prenez cet exemple-là, c'est que je ne disais pas tout à mes copines. J'ai parfois menti sur ce qui se passait, une fois notamment, sur ce qui se passait parce que j'avais honte et je me disais mais c'est pas possible en fait que ma relation elle se passe comme ça. Déjà quand on commence à ne pas tout dire, c'est que c'est pas sécurisant. C'est qu'on sait que les gens vont se dire mais ça va pas ou quoi de rester là-dedans. Et c'est qu'on sait que si une copine nous racontait ça, on lui dirait mais ça va pas ou quoi de rester là-dedans. Donc une relation saine, elle est mouvante dans les deux sens. L'équilibre ne peut pas se créer seul. Et surtout, l'amour ne se prouve pas par le sacrifice constant. Et ça, c'est vraiment la chose qu'il faut changer en 2026. Ce qu'il faut, c'est vraiment se dire, en fait, là, depuis tout ce temps, j'ai donné le pouvoir à mes partenaires. Je vous invite à écouter mon épisode de podcast « Pourquoi décentrer les relations de ta vie ?» Mais c'est vraiment reprendre ce pouvoir-là. En fait, il n'y a aucun monde où on doit devenir plus aimant, où on doit mieux expliquer à l'autre, où on doit s'effacer davantage. Déjà, il n'y a aucune relation saine qui fait qu'on doit s'effacer ou s'oublier. Alors que le but, c'est d'observer les actes, de voir la relation telle qu'elle est, d'écouter ses propres limites et de se choisir sans jamais se faire violence et ne jamais être dans cette lutte intérieure. En 2026, ton job, c'est pas d'être irréprochable, c'est d'être aligné, c'est de t'écouter suffisamment. Parce que je vais même pas aller jusqu'à s'aimer. T'écouter va t'apprendre à t'aimer. Mais déjà, si tu t'écoutes, tu fais une grosse partie du travail. Il faut que tu t'autorises à faire différemment, en fait. Faut aller puiser ce courage-là de s'arrêter, d'arrêter, en fait, de se dire, mais non, en fait, en vrai, des hommes, il y en a d'autres, des femmes, il y en a d'autres. Et c'est une réalité parce qu'il y en a eu d'autres dans ta vie et que la personne que tu es en train de rencontrer là, si tu te sens mal, ça peut pas être la personne de ta vie. Ça ne peut pas être la personne de ta vie si elle te fait te sentir mal 90% du temps. Tu n'as pas envie de vivre mal 90% des 50 prochaines années de ta vie. Ce n'est pas possible. Parfois, le plus grand acte d'amour envers soi, c'est pas de continuer, c'est de s'arrêter quand on ne peut plus être respecté ou qu'on ne se sent plus respecté. J'espère que cet épisode de podcast vous aura permis d'ouvrir les yeux et de vous booster pour cette nouvelle année, de mettre une autre intention dans vos relations et de voir aussi ce que vous avez vraiment envie de laisser en 2025 et ce avec quoi vous avez envie de partir pour cette merveilleuse et belle année. Je vous souhaite une belle année en avance, peu importe quand est-ce que vous écoutez cet épisode de podcast. Je vous souhaite profondément d'être heureux et surtout de trouver la paix et la sérénité dans la relation avec vous-même et avec les autres. Et pour la dernière fois de cette année 2025, j'en serais presque émue, avec tout mon amour, comme toujours, à l'année prochaine.